premiers éléments. Est-ce qu'en termes d'invités, qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu ou par rapport aux inscriptions, on peut démarrer tout de suite? Alors là, il est 17h06, Ouais. on Bon, peut on va peut-être démarrer. commencer. On va démarrer. Euh, Très bien. Bah, écoutez, effectivement, d'abord, merci aux participants d'avoir eu cet intérêt, de s'être rendu disponible pour ce webinaire. Et puis, merci à ceux qui vont intervenir. Vous avez vu qu'on a une liaison avec notre école qui est à Montpellier. Et puis, de notre côté, on a l'administration centrale parisienne avec Lucille qui travaille sur l'attractivité des concours. Donc, moi, je suis Jean-Yves Savoie, je suis responsable du service qui pilote les recrutements à la DGCCRF. Et puis, au cas particulier, ce qui vous intéresse, c'est le concours d'inspecteurs qu'on organise au titre de l'année 2024, avec des écrits qui vont se dérouler en janvier et des inscriptions qui peuvent être faites jusqu'à la fin de la semaine. Alors, l'objectif de ce webinaire, en fait, il s'inscrit un petit peu dans un parcours d'accompagnement qu'on a auprès de nos candidats potentiels sur nos concours. On a déjà eu un premier webinaire avec des enquêteurs qui étaient déjà en poste, avec des enquêteurs pour certains expérimentés. L'objectif était de montrer aux candidats potentiels à notre concours quelles étaient les missions que mettait en œuvre la DGCCRF, quel type de parcours et carrière offrait la CCRF, et puis avoir une première approche pratique et opérationnelle de notre direction. Très clairement, nous, notre objectif, c'est de nous faire connaître auprès de vous, que vous connaissiez nos métiers, nos organisations, les opportunités professionnelles, l'intérêt, la diversité des métiers, pour que vous ayez envie de nous rejoindre. Ça, c'était l'objectif du premier webinaire. Donc, on pense que déjà, si aujourd'hui vous nous avez rejoint sur ce deuxième webinaire, c'est que le premier objectif a été atteint. Et ce deuxième webinaire, il se situe beaucoup plus dans une logique d'accompagnement des candidats potentiels à nos concours pour vous aider un petit peu, pour vous donner quelques éléments sur la manière dont vous pouvez potentiellement préparer le concours, quels sont les outils qui sont à votre disposition, et puis répondre à vos questions qui peuvent être très pratiques à la fois sur le concours, mais également sur la manière dont votre formation potentielle va être assurée ensuite à l'issue de concours. Et on s'est dit, qui mieux que ceux qui étaient à votre place l'an dernier pour répondre à ces questions-là. Finalement, vous allez voir qu'autour de la table virtuelle, on a des stagiaires qui sont actuellement dans notre école, qui ont passé notre concours au mois de janvier l'année dernière, qui l'ont réussi et qui ont intégré notre école au mois de septembre. Ils ont déjà pu débuter la formation professionnalisante avec une partie des enseignements au sein de notre école professionnelle à Montpellier. Et puis là, ils vont démarrer un stage pratique en unité pour mettre en œuvre les premiers enseignements qu'on a pu leur apporter sur le terrain de l'enquête, comment mettre en œuvre une enquête, comment mettre en œuvre les pouvoirs de la CCRF, comment faire vivre l'ensemble des missions de la CCRF. Et l'objectif, ça va être que très clairement que chacun intervienne et puis qu'ils puissent vous présenter finalement leur parcours, qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre la DGCCRF, et puis qu'ils évoquent avec vous leurs premiers pas à la CCRF, comment se sont passés leurs premiers mois à l'école, comment est-ce que le stage d'intégration ils ont pu faire s'est déroulé, et puis répondront probablement à d'autres questions qui vous intéressent à très court terme, et peut-être qu'ils vous donneront quelques conseils sur la manière dont eux-mêmes ont préparé le concours et comment est-ce qu'ils ont pu le réussir. Et puis, à côté des derniers lauréats du concours, vous avez l'équipe qui pilote les concours au sein de la DGCCRF, avec notamment Lucille qui est ici, et puis Sylvie Guigny qui est la responsable de l'équipe concours, qui pourront vous apporter des éléments de réponse sur des aspects très pratiques opérationnels, sur la date de concours, sur les épreuves, sur quand vous allez être convoqué. On va essayer de répondre à vos questions. Vous pourrez, le cas échéant, faire défiler vos questions dans le chat. On ne réussira peut-être pas à répondre à tout, mais on répondra à celles qui reviennent le plus souvent. Donc voilà, moi en propos introductif, voilà ce que je voulais faire, resituer le contexte de ce webinaire. Et puis je vais tout de suite laisser peut-être la parole à Lucille pour qu'elle recadre d'autres éléments sur notre intervention avant de laisser la parole à nos stagiaires qui pourront vous apporter les éléments éclairants que vous attendez.
Je vais rétablir le son, ce sera mieux. Donc merci, merci. Ce sera assez rapide en fait, c'est juste pour vous présenter un petit peu le parcours usager en ligne sur le site internet de la DGCCRF dans le cadre de la préparation des concours. Comme ça, au moment de votre préparation, ça pourra vous appuyer dans ce sens-là. Donc je vais faire un petit partage, voilà, qui va être assez rapide. Alors, en premier lieu, je voulais donc vous indiquer que vous aviez la page qui concerne en fait l'aide à la préparation du concours, donc concours externe. Donc notamment, les annales comprennent en fait l'ensemble des épreuves passées, les meilleures copies, et notamment le rapport du jury, donc pour chaque dominante économique et juridique, et la dominante scientifique et technologique. Donc ça vous permet au moins dans votre préparation de cibler un petit peu voilà, sur quels éléments partir d'entrée de jeu avant de commencer dans ce sens-là. Ensuite, je voulais vous partager. Alors, donc, vous avez des petites vidéos qui sont intéressantes, qui vous permettent en fait de voir le quotidien opérationnel d'une enquêtrice et d'un enquêteur sur le terrain, donc dans tous les champs d'activité, donc protection économique du consommateur, là, ce qui concerne tout ce qui est sécurité des produits et des services, dans le domaine de la concurrence, et notamment aussi ceux qui s'occupent de la question du pilotage à l'échelle régionale. Voilà, donc ça vous permet un peu de voir au quotidien qu'est-ce qu'il est permis de faire en tant qu'inspecteur. Ensuite, il y avait un autre partage. Donc là, donc il y a le petit dépliant sur lequel vous pouvez vous appuyer, où là, il y a l'ensemble des informations du concours en termes de communication externe. Ça traite également au niveau de la rémunération, quelle rémunération va vous être apportée au moment de votre formation initiale et puis au moment de votre prise de poste. Voilà, donc ça peut vous intéresser également. Et enfin, alors, il y a un webinaire donc, qui a été réalisé début octobre. Et là, ça peut être également intéressant de le visionner. Donc, ça présente la diversité des métiers. Et donc, et notamment les perspectives de carrière une fois le concours obtenu. Donc, l'enregistrement du webinaire passé, donc, qui a eu lieu en octobre, vous le retrouvez également sur la page Rejoignez-nous. Voilà. Et enfin, ce qui peut être intéressant dans le cadre de votre préparation, c'est le rapport d'activité, où là, vous avez vraiment l'ensemble de l'actualité de la direction. Notamment les priorités aussi en termes d'enquête. Voilà, donc ça peut vous intéresser dans le cadre de votre préparation, au-delà de l'ensemble des publications qui sont transmises via les newsletters concurrence et consommation, et l'ensemble des actualités qui sont diffusées sur le site internet. Donc voilà, c'est juste quelques petits éléments sur lesquels vous pouvez naviguer et qui peuvent vous appuyer, outre vos connaissances en matière théorique, sur chaque discipline. Voilà. Donc, je vais laisser la parole donc, à l'ensemble des stagiaires de l'ENCCRF. Donc, Jasmine Achour, Arnaud Bitter-Karl, Tiffaine de Geyser, Eva Laurent, Iris Legal, Philippe Ivard. Et donc, ils vont tous ensemble répondre, enfin se présenter, puis à la suite de leur présentation, pouvoir répondre à vos questions. Voilà, un très bon webinaire à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'ouvrir ce bal des présentations. J'espère que vous nous entendez tous bien. Donc, je m'appelle Jasmine Achour. Concernant mon parcours, j'ai été diplômée d'une licence de droit européen et par la suite, j'ai obtenu mon master en droit et contentieux public. Et pendant un an, en parallèle de ma préparation au concours, j'ai été assistante de justice dans un tribunal administratif de région parisienne. Concernant la connaissance du concours, j'ai eu l'occasion en Master 2 d'avoir un cours sur le droit de la concurrence qui était dispensé par un rapporteur à l'autorité de la concurrence. Et il nous a parlé de la DGCCRF, des enquêteurs qui œuvrent pour la DGCCRF. Et c'est comme ça que j'ai approfondi un peu ma connaissance du concours et que j'ai décidé par la suite de m'y inscrire.
Ce qui m'a plu dans le concours de la DGCCRF, c'est déjà le métier d'enquête, de terrain, et puis aussi la diversité, la diversité oui, des cours que l'on peut nous enseigner et également les matières sur lesquelles on sera enquêteur plus tard. Parce que vous le verrez, on a du droit, de la comptabilité, des sciences, de l'économie, et tout ça m'avait beaucoup plu au moment où je me suis inscrite au concours. Concernant ma préparation au concours, elle était individuelle. J'ai décidé de la faire toute seule sur mon année où j'étais assistante de justice. J'ai pris des manuels spécialisés pour les concours de la fonction publique et notamment pour la note de synthèse, puisque ce n'est pas un exercice sur lequel on peut tout seul y arriver. Je pense qu'il faut avoir une méthodologie claire et puis beaucoup s'exercer sur cette note de synthèse pour pouvoir la réussir au mieux. J'ai aussi beaucoup utilisé les meilleures copies du concours et les rapports du jury, qui je pense est une mine d'or pour comprendre vraiment les attentes du jury au moment du concours. Et également toutes les vidéos de présentation, que ce soit des métiers et du concours de manière générale. Concernant les oraux à proprement parler, j'ai pris contact avec la DRETS de ma région, qui m'a permis de rencontrer de manière téléphonique 2 inspectrices à la DRETS, et ça m'a permis d'un peu plus comprendre les missions et être plus à l'aise au moment des oraux. Concernant ma spécialité, donc moi j'ai pris la spécialité droit administratif au concours. J'ai repris mes cours que j'avais pu avoir sur l'ensemble de ma licence et de mon master, et j'ai complété avec des manuels spécialisés en droit administratif qui rentraient dans le programme de révision du concours. Concernant les faits marquants pendant le concours, moi, c'est la journée des écrits. Je trouve qu'elle est intense, mais elle a l'avantage de ne se passer que sur une journée, comparé à d'autres concours de la fonction publique. Donc, on sait qu'il faut tout donner à un jour J, mais on est très soulagé au final quand on en sort. Et sur un aspect plutôt concret du concours, que ce soit les oraux ou les écrits, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était en lien étroit avec les SP et les thématiques de la DGCCRF. On n'était pas sûr, alors à part sur notre spécialité, mais que ce soit la note de synthèse ou même les oraux, ça collait vraiment au métier pour lequel on se prédestinait. Concernant les faits marquants de la formation qui a débuté au mois de septembre, je vais vous parler moi plus du stage. Donc, on a fait un stage d'1 semaine, c'est un stage d'insertion. Et ce stage, il a le bénéfice de pouvoir confirmer notre appétence pour le métier, confirmer notre goût. Il est court, hein, il est d'1 semaine, mais il est assez intense. On fait beaucoup de sorties. Les inspecteurs, les enquêteurs nous attendent et prévoient beaucoup de sorties. J'ai pu faire des auditions, des contrôles, que ce soit dans la grande distribution, l'hôtellerie, la restauration. On n'a pas eu une journée où on n'a pas fait un contrôle. Il y a une vraie confiance des enquêteurs. On n'a pas l'impression d'être des stagiaires de 3e. On les accompagne vraiment et on nous laisse complètement prendre part au contrôle et à l'enquête. Et le contrôle qui, moi, personnellement, m'a plus marqué, on a contrôlé un professionnel qui faisait de la découpe de fruits et de légumes. Et donc, j'ai dû mettre la charlotte, la blouse, les surchaussures, et on a dû rentrer dans les cuisines, contrôler les frigos, etc. Donc là, on était sur de la sécurité sanitaire des aliments, mais ça, on l'a perdu, mais c'était la suite du contrôle qu'avait fait un de nos collègues. C'était le fait marquant. Je vous remercie, puis je laisse la parole à Arnaud. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Arnaud Guittorca. Et donc, moi, j'ai fait une formation tout d'abord du droit, et ensuite, je suis passé par l'IEP de Rennes, pendant lequel j'ai fait un master pré-pénal. Pendant ma scolarité aussi, j'ai pu avoir des expériences un peu professionnelles en préfecture et au ministère de l'Intérieur. Donc, s'agissant plus de la connaissance du concours et des motivations, moi j'ai connu le métier d'inspecteur CCRF, notamment grâce à un déplacement que j'avais eu pendant un stage en préfecture, où on avait fait en fait, nous en tant qu'observateurs, on était accompagnants pour un contrôle dans le 92 d'une inspectrice CCRF. Je me suis intéressé plus particulièrement à ce métier, car c'était un métier de terrain, un métier où justement on allait au plus près des consommateurs, des administrés, et c'est quelque chose qui m'attirait. Il y a aussi
Je suis désolé, je vous interromps, mais après, on a quelques soucis de son. Là, on voit sur le chat que des personnes ont du mal à entendre, et puis c'est un peu pareil pour moi. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un de l'école qui peut peut-être approcher le micro de l'endroit où vous vous situez. Ce sera un peu plus... On a des micros dans la salle, on va essayer d'en prendre un pour savoir si vous nous entendez mieux avec les micros. Ouais, ce serait effectivement une bonne idée. Je pense. Est-ce que vous entendez mieux? Ça semble mieux. Ah. Oui, peut-être que je reprenne un petit peu auparavant. Ouais, voilà, c'est en quelques mots, ouais. Merci. Donc, je disais plus sur la connaissance des concours inspecteurs CCRF et les motivations. Donc, moi, j'ai connu le concours grâce au concours d'un stage que je faisais à la préfecture de Bruxelles. On avait eu, en tout cas, en tant qu'observateur, on avait participé à un contrôle d'une inspectrice CCRF. Donc, c'est là que j'avais découvert le métier. Pour l'intérêt personnel, moi, c'était un métier de terrain qui me parlait parce qu'on était vraiment près des consommateurs, des administrés plus largement, et que ça touchait aussi le domaine juridique et économique. Et donc, c'est vraiment au cours de mon année de prépa que je suis vraiment intéressé à ce métier-là. Donc, pour ma préparation personnelle au concours, donc c'était une préparation individuelle que j'ai effectuée. Je pense que je vais un peu insister sur le point méthodologique parce que, comme disait Jacine, la note de synthèse appelle quand même à une rigueur méthodologique assez poussée. Donc, à Sciences Po, j'avais eu quand même beaucoup de pratiques sur cet exercice-là, donc c'était un bon entraînement. Sur les cours, j'ai repris plutôt mes cours de la fac de droit et un peu ce que j'avais vu à Sciences Po pour justement le programme de révision. Et j'ai dû aussi compléter ma révision grâce aux fiches, au rapport le rapport d'activité de la DGCCRF sur l'année qui était conservée. Donc ça me permettait vraiment plus d'appliquer mes connaissances aux thématiques de la CCRF. Sur le déroulé du concours, donc c'est une journée qui est assez dense quand même, comme le disait Jacine, donc il y a à peu près une journée de 7 heures d'épreuve, donc il faut réussir à s'adapter aussi au format et à fournir un effort assez intense. Personnellement, donc moi j'ai passé l'épreuve de droit administratif également, donc ce que notamment au regard de mes préférences et de mon parcours. Faut savoir que l'épreuve de spécialité elle dure 3 heures quand nous l'avons passée, donc c'est faut vraiment aller à l'essentiel et savoir vraiment être clair, cohérent et concis, parce que c'est vraiment un exercice intensif où il y a 2 épreuves. Pour la petite anecdote, moi j'ai pu rencontrer quelques personnes durant le concours et l'épreuve d'admissibilité, j'ai échangé avec eux et on s'est retrouvés à l'école, donc c'est une des collègues avec qui on échange, on passe un peu de temps, c'est toujours sympathique. Pour la formation donc, initiale et le stage d'intégration, donc on a effectué en effet un stage d'une semaine qui a vraiment permis de se mettre en immersion auprès de tous les agents titulaires et d'appréhender vraiment le métier d'inspecteur CCRF. Donc, comme le disait Jacqueline, on participe à des contrôles, à des enquêtes, à des auditions. Moi personnellement, je sais que j'ai pu participer à une audition pénale avec notification des droits, donc vous voyez un peu le formalisme particulier de cette audition, mais c'était vraiment très instructif. On avait aussi un dossier dans la DDPP où j'étais en co-saisine avec la gendarmerie, donc on a pu se rendre au sein des locaux de la gendarmerie et pouvoir échanger avec eux sur le dossier, voilà, donc appréhender un peu toutes les thématiques, le côté gendarmerie, le côté CCRF, c'était vraiment très intéressant cet échange interministériel. Et donc, sur la formation initiale, donc, comme le disait Jacqueline, on a des bases scientifiques, juridiques, mais aussi des thématiques qui vraiment sont appliquées à la CCRF, donc comme la PEC, la concurrence, la sécurité et la conformité des produits. Il y a aussi, c'est peut-être moi la chose que j'ai aussi bien aimé, c'est qu'on a un petit cycle de formation en tout début d'année, donc qui permet un peu de s'acclimater avec la culture administrative du ministère de l'Économie et des Finances et d'appréhender un petit peu les grandes thématiques qui sont en jeu au sein du ministère, mais aussi la DGCCRF, c'est-à-dire la transition écologique, la transition numérique, donc c'est des choses qui sont assez importantes à la maison. Bonjour, moi je m'appelle Tiffany de Gezer. Alors à la base, je partais plutôt pour préparer le concours de la magistrature. Donc logiquement, j'ai fait 5 ans de droit avec un master spécialisé en justice, procès, procédure. Et à l'issue de mes 5 ans, j'ai préparé le concours de la magistrature pendant 2 ans. Donc je ne l'ai pas eu 2 fois. Suite à ça, je me suis dit, bon, bah, je vais préparer d'autres concours. J'ai passé le barreau que j'ai réussi, mais je me suis dit que
mon souhait original, c'était quand même de base intégrer la fonction publique. Et donc, j'ai repris un an pour repasser à la magistrature. Et c'est de là que j'ai appris d'une amie qui était à l'ENCCRF. J'ai pris connaissance de ce concours, de ce métier. Et je me suis dit que c'était très attractif, en tout cas de ce qu'elle me racontait. Ce qui m'a attirée, c'est les missions, les pouvoirs d'enquête, les pouvoirs de sanction administrative, la coopération avec la justice, la fonction publique. Et le fait qu'il y avait aussi une mission de protection, moi, c'est ce qui m'a attirée aussi de base, voilà, dans ce que je voulais faire comme métier. Et donc, j'ai préparé le concours, en fait, avec ma préparation déjà à la magistrature. Donc, c'est vrai que comme j'avais fait déjà beaucoup de notes de synthèse et beaucoup de droit pénal, je n'ai pas préparé spécifiquement en plus la DGCCRF, même si j'ai évidemment adapté. Alors, je me dis qu'il y a plusieurs personnes dans mon cas qui passent plusieurs concours. Et en fait, c'est assez pratique parce que les épreuves sont transversales. Donc, la note de synthèse, c'est commun à beaucoup de concours de la fonction publique. Les épreuves de dissertation, droit pénal, c'est commun aussi. Mais là, par contre, ce qui était plus difficile, c'était le fait qu'il n'y avait pas le droit au code pénal. Donc là-dessus, mon conseil pour les pénalistes, ce serait de bien comprendre comment est fait le code pénal. Même si vous ne connaissez pas le numéro des articles par cœur, je pense que ce n'est pas forcément ce qui est attendu, mais au moins de savoir dans quel livre c'est, dans quelle partie, quelle valeur ça protège, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est les biens, est-ce que c'est les personnes. Et comme ça, au moins, si vous n'avez pas le numéro d'article, vous pourrez lire le livre, etc. Et voilà, et pour la note de synthèse, ça a déjà été dit, mais moi, c'est comme ça que je me suis préparée pour tous les concours, c'était vraiment de regarder les meilleures copies. Pour la synthèse, ça sert énormément, parce que la forme compte beaucoup, il faut que ce soit joli. Et de s'entraîner énormément, parce que même si c'est une épreuve longue, je crois que là, c'est 4 heures. En plus, dans d'autres concours, c'est 5 heures. Donc là, il y a 1 heure en moins. C'est pas négligeable. Et s'entraîner, regarder les meilleures copies. Et voilà pour les écrits. Ensuite, sur mon stage d'insertion, moi, je l'ai fait à Rouen. J'ai été très chaleureusement accueillie. J'étais vraiment très contente. On a fait des contrôles. Ils m'ont beaucoup emmenée. Ils étaient très volontaires pour m'emmener sur le terrain. Donc, sur une première semaine d'observation, c'est vraiment chouette parce qu'on en ressort super heureux et on se dit je suis vraiment au bon endroit et je suis très contente d'avoir choisi la DGCCRF. Moi, on m'a emmené faire un contrôle dans une épicerie asiatique et on s'est rendu compte que les cuisines étaient vraiment dans un état déplorable. Donc, c'était assez impressionnant de voir ça parce qu'on ne va pas souvent voir derrière les portes en tant que consommateur. Et on a fait aussi un prélèvement d'huile d'olive. J'ai assisté à des auditions pénales. Je ne savais pas que c'était l'une des prérogatives des enquêteurs. Donc moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça se rapprochait pas mal des prérogatives d'un procureur, par exemple, puisqu'on est amené à auditionner des professionnels soit de manière libre quand ils ne sont pas suspectés d'une infraction, soit de manière avec notification des droits quand ils sont suspectés. Et dans ce cas-là, on pose des questions et en fait, on est vraiment face à la personne. C'est un petit peu comme un interrogatoire. Donc moi, ça m'a plu. Et ensuite, sur les premiers pas à l'école, les premières semaines ont été dites. Donc moi, j'aime bien les cours en présentiel en ce moment. On a pas mal de cas pratiques. On nous fait rédiger des avertissements, des pré-injonctions. Donc ça, j'ai bien aimé ces cas pratiques-là. Et puis ce matin, par exemple, on nous a fait faire justement une audition pénale. Donc ça, j'ai bien aimé le fait qu'on soit vraiment, qu'on puisse investir et s'impliquer si on a envie. Et ensuite, je passe le micro à Eva. Bonjour à tous. Juste avant de vous laisser la parole, excusez-moi peut-être pour juste pouvoir répondre à quelques questions, que vous puissiez répondre finalement en direct aux questions plutôt que ce soit fait par écrit dans le chat. Il y a une question qui revient, vous allez peut-être pouvoir y répondre, qui est: est-ce que la formation est la même pour les internes et les externes de ce que vous avez vu donc, depuis que vous êtes dans notre école? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Oui, la formation est la même pour les internes et pour les externes. Et il y a aussi une question qui vient de certaines personnes qui demandent est-ce que c'est possible de réussir si on ne commence à préparer le concours que maintenant? Alors que maintenant, ça dépend s'ils ont préparé d'autres concours à côté, ce qui aide d'avoir déjà passé d'autres concours. Mais justement, personnellement, j'allais te dire, je l'ai préparé en 3 mois. Donc, je ne sais pas si... Là, ça fait peut-être un petit peu court à partir de maintenant, mais c'est certains, faisable. oui, certains dans la promo on fait ça en 1 mois ou 2. Ça dépend si Ça dépend. vous avez déjà des dépend de connaissances la formation. voilà, c'est ça, que vous avez fait avant. Bah, si vous n'avez jamais fait de droit pénal et que vous commencez maintenant, sans mentir, sans code pénal le jour J, c'est un petit peu compliqué. Alors que maintenant, ne jamais dire impossible, je pense que ça peut se faire avec beaucoup de motivation. Je pense vraiment que tout est possible. Pareil pour le droit administratif. Je pense que c'est un peu plus compliqué, évidemment, il reste 1 mois avant les examens, mais rien n'est impossible et ça dépend, à mon sens, beaucoup de la formation et du bagage que vous avez, de votre capacité aussi à apprendre. Pour certains, c'est plus long, pour d'autres, moins. Je crois effectivement de ce qu'on voit dans les résultats des années passées, où en fait, il y a des questions aussi qui sont posées sur le seuil d'admissibilité pour pouvoir passer l'oral. Regardez les comptes rendus de jury des années précédentes, vous verrez que certaines années, la note peut être aux alentours de 10, peut-être un peu en dessous de 10, parfois autour de 11. Ça veut dire qu'avec une bonne note de synthèse, même si sur la partie technique, à côté, vous avez le choix sur 4 options en juridique et 4 options en scientifique, peut-être que cette option nécessite un peu plus de travail, mais si vous avez un socle, c'est pas forcément insurmontable. Donc, ne vous découragez pas si vous n'avez pas commencé aujourd'hui à travailler de manière acharnée. Avec le temps qui reste, comme vous l'ont dit nos lauréats de l'an dernier, c'est effectivement c'est possible. Alors, j'en profite aussi pour évoquer un autre point dans un certain nombre de questions qui reviennent en disant il y a beaucoup de profils juridiques qui sont présentés. Alors, je ne sais pas si les autres profils qui interviendront sont également juridiques ou si on a des scientifiques, mais je veux rassurer les scientifiques, hein, ils sont présents dans notre promo. L'année dernière, on avait un nombre de postes répartis à 40-60% entre économique, juridique et scientifique. Donc voilà, s'ils ne sont pas là, si on parle beaucoup de juridique, on n'oublie pas les scientifiques. Et en plus, c'est un profil dont on a plutôt besoin parce que le métier de la CCRF, c'est effectivement qualifier des faits, enquêter, constater pour ensuite poursuivre sur le terrain juridique. Mais dans certains domaines, on a effectivement aussi besoin de scientifiques parce que dans des secteurs pointus, type cosmétique, type la bio, bah, une bonne connaissance scientifique peut être utile. Donc c'est assez complémentaire, c'est pour ça qu'on a les 2 profils dans nos recrutements. Voilà, je vous laisse la parole pour continuer, puis on essaiera comme ça d'identifier quelques questions qui reviennent assez souvent pour que vous puissiez y répondre en direct entre 2 interventions. Voilà, je vous laisse reprendre. Je vais laisser la parole à Eva, mais c'est juste pour dire que là, ce soir, on a tous des profils juridiques, mais au niveau de la promotion, on est 180. Il y a des profils économistes, il y a des profils scientifiques, il y a des vingtaines, donc on a tous les âges, de 20 ans jusqu'à 50 ans et plus. Donc, il y a tous les profils scientifiques, économiques. Sans master, il y en a qui ont une licence d'économie et qui sont dans la promotion. Il y en a qui ont fait des langues. L'éducation nationale. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et moi, je reviens juste sur la question d'avant par rapport à ce qu'il est trop tard pour préparer le concours. Je voulais vous dire de tenter votre chance parce que de toute façon, l'inscription est gratuite, donc ça ne coûte rien. Et c'est sur une journée alors à Paris et ailleurs, je sais, à Paris, je crois. Et ce que je voulais préciser, c'est que les épreuves écrites sont coefficient 1 pour la dissertation, coefficient 1 pour la note de synthèse. Donc, si jamais vous êtes admissible, ensuite, ça se joue beaucoup sur le banc oral qui est coefficient 4. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Même si vous ne vous sentez pas prêt pour les écrits, tentez votre chance parce que si vous êtes admissible, et c'est tout à fait possible, vous aurez une deuxième chance pour retravailler à fond les oraux et avoir une meilleure note aux oraux qu'aux écrits, puisque c'est surtout l'oral qui compte. Voilà.
Je profite, il y a une question qui apparaît, il y a un petit quiz sur votre promo, puisque certains, on a la question, quel est l'âge du plus âgé de votre promo? Je ne sais pas si vous l'avez identifié. Non, je crois que ça doit être 54 ou 55. 54. Mais voilà. On a une personne, on a Isabelle qui nous dit j'ai 53 ans, est-ce que je suis trop vieille? Non, pas du tout, parce qu'en fait, justement, l'intérêt à la CCRF, c'est qu'on a justement, nous, ce qu'on recherche à construire dans nos promotions, ce sont des promotions avec des profils variés, parce que vous l'aurez compris, la DGCCRF, c'est une illustration finalement qui représente beaucoup le quotidien des Français dans les différents périmètres économiques qu'on contrôle. Donc en fait, avoir des agents qui sont représentatifs de cette diversité, pour nous, c'est plutôt ce qu'on recherche. Donc non, c'est pas du tout un problème. Je vous laisse la parole pour poursuivre. Du coup, je reprends les présentations. Donc moi, je suis Eva Laurent. J'ai fait une licence de droit aussi, encore une juriste. J'ai fait un Master 1 en droit privé et c'est lors de ce Master 1 que j'ai découvert les missions de la DGCCRF, donc à travers le droit de la concurrence et le droit de la consommation. Et on m'avait conseillé, vu que j'étais très intéressée par ce métier-là, que j'avais fait un petit peu des recherches personnelles, surtout sur le site de la DGCCRF qui est très bien fait sur ce point-là. Donc on m'a conseillé de faire le Master 2 en droit des affaires à Rennes, qui est le parcours concurrence-consommation. Et lors de ce master-là, j'ai pu découvrir 2 agents de la DGCRF qui sont venus intervenir, enfin qui sont venus dans le master que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu discuter avec eux de leur mission. Et c'est là où je me suis rendu compte que le métier d'enquêteur était vraiment très intéressant, de par toutes les matières qu'on peut voir et qui touchaient vraiment au droit de la concurrence et de la consommation qui m'intéressaient plus personnellement. Donc après, pour le concours, j'ai décidé de le préparer en pénal. Donc pour le droit pénal, j'ai mis 3 mois un petit peu près à le préparer. Pareil, j'ai pris un bouquin, j'ai regardé un petit peu sur le site de la DGCRF les matières qu'il fallait savoir, les points à savoir. Et je me suis fait mon propre cours. Et grâce à ce cours-là, après, j'ai pris le prépa à subconcours. Donc ça, c'est une prépa à distance et qui m'a juste permis de faire 10 notes de synthèse. Donc j'ai fait ces 10 notes de synthèse qui m'a vraiment entraînée et c'est là où j'ai vraiment pu comprendre un petit peu la difficulté de la note de synthèse et comment gérer son temps entre les notes de synthèse. Et j'avais aussi 5 épreuves de spécialité. Donc j'ai fait 5 épreuves de droit pénal avant de passer le concours. Et c'est cette prépa qui m'a vraiment permis de bien cadrer les bases, la méthodologie de la note de synthèse, le droit pénal, pareil, savoir quel sujet pourrait tomber ou pas, et surtout de pouvoir m'entraîner. Donc, si je peux donner un conseil, ce serait vraiment de s'entraîner au maximum, même que ce soit juste avec les annales qu'il y a sur le site de la DGCRF, je pense que ça suffit. Vraiment, de regarder les meilleures copies, de regarder vraiment les attentes du jury, ça c'est très important aussi. De regarder ce que le jury attend vraiment dans chaque spécialité. Donc, du coup, pour l'épreuve, je n'ai pas forcément grand-chose de plus à rajouter par rapport à mes camarades. Je dirais plutôt de vraiment prendre le temps. Quand vous avez fini votre première épreuve, soufflez bien entre les deux et vous repartez sans penser à l'épreuve du matin, quand c'est celle de l'après-midi. Et toujours rester concentré au maximum. Le point positif, c'est que c'est sur une journée, certes, c'est 7 heures d'épreuve, mais au moins c'est fait en une journée et vous avez le temps de vraiment vous concentrer sur toute la journée et c'est la journée dédiée au concours que vous passez. Donc après, je ne sais pas trop ce que je pourrais ajouter sur la formation. Pareil, pendant ma semaine d'intégration, j'ai fait plusieurs contrôles, dont un par exemple en cosmétique où je suis vraiment partie toute la journée en contrôle. Donc là, j'ai pu voir, par exemple, comment faire un prélèvement, comment faire une audition d'un professionnel dans ces locaux. J'ai pu voir vraiment pas mal d'aspects du métier d'enquêteur en une journée. C'est vraiment, ça nous a vraiment fait rentrer le fait de commencer par un stage, nous fait vraiment rentrer dans le vif du sujet et nous dire je suis à ma place, c'est vraiment ce que je veux faire. Et ça, c'est vraiment pas mal par rapport à la suite de la formation où là, on arrive à l'école. Et là, ce qui a été bien aussi, c'est de faire tous les aspects théoriques, puis après la pratique. Là, on est actuellement en présentiel, donc on fait pas mal de cas pratiques sur tous les cours qu'on a vus en distanciel lors du mois d'octobre.
Et là, on va partir en stage en décembre. Et en décembre, on va pouvoir appliquer vraiment tout ce qu'on a appris à l'école sur cette première partie de formation. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Iris. Bonjour à tous. Juste avant que vous interveniez, effectivement, il y a une question qui revient sur la formation qui est proposée et est-ce que cette formation est avec ou sans spécialisation? En fait, il y a des personnes qui se posent des questions par rapport au fait qu'on a des recrutements à la fois économiques, juridiques et scientifiques. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la formation tient compte finalement de cette spécialisation ou pas? En fait, en réalité, la formation, et je pense que vous pourrez rebondir sur ce point-là, son objectif est avant tout de vous former à un nouveau métier. C'est-à-dire que nous, on recrute des personnes qui ont eu un cursus juridique, économique, d'autres scientifiques, mais dans la réalité, il n'existe aucune formation post-bac pour devenir enquêteur à la DGCCRF. Donc, parce qu'en fait, la particularité, c'est que ce métier-là, vous allez l'apprendre dans notre école. Donc, en fait, vous venez de parcours divers et variés, vous avez un socle de connaissances, mais ayez bien en tête que l'année de formation qui est proposée par notre école, elle vise à faire de vous des enquêteurs, parce que être enquêteur, ça suppose d'avoir quelques qualités que nos jurys de recrutement ont tenté de détecter lors des entretiens, mais ensuite, ça suppose aussi une montée en compétences par l'apprentissage, la connaissance de nos textes, la capacité à gérer la relation contrôleur-contrôlé, la capacité, il y a la dimension psychologique d'un contrôle, comment est-ce qu'on gère un environnement qui peut être difficile face à un professionnel, comment on exploite tous les documents comptables, financiers qui existent dans une entreprise. Et ça, effectivement, vous ne pouvez pas l'apprendre auparavant, et c'est vraiment l'objectif de notre année de formation. Donc, ce qui tend à démontrer que finalement, que vous soyez au départ juriste, économiste, comptable, ingénieur agro, ingénieur spécialisé en bio ou en cosmétique, notre formation, elle visera à tous vous former de la même manière. Le contenu de la formation est le même, c'est vous faire monter en compétence sur nos textes et le métier d'enquêteur. Je ne sais pas si certains de nos intervenants depuis l'école ont déjà ressenti cette particularité-là et la manière dont l'enquête est vraiment placée au cœur de la formation qu'on vous propose. D'ailleurs, pour les plus observateurs, vous aurez noté qu'il y a un nouvel arrêté qui a été publié au cours de l'été qui modifie le contenu de notre formation initiale et qui vise justement à renforcer le positionnement de l'enquête dans cette formation. Pour rebondir sur ce que vous disiez, tout à fait, on a vraiment des profils divers et variés et des personnes qui étaient à la base ingénieurs agroalimentaires ou ingénieurs qualité ont passé le concours et ont eux aussi, on va dire, beaucoup de connaissances sur des domaines que nous, on va dire, plus juristes, n'avons pas et apportent aussi une expertise que dans les qui est, on va dire, dans les échanges qui permet à tout le monde d'avoir un socle commun de connaissances. Et nous, juristes, on permet aussi, en s'aidant, en échangeant avec eux, d'avoir aussi pour les examens ou même pour les cours en général, d'avoir un échange d'expérience qui profite au final à tout le monde, à toute la promotion, et ce qui nous permet vraiment de monter en puissance sur la formation à l'ENCCRF. Et juste pour ajouter quelque chose, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est-à-dire si vous n'avez jamais fait droit, ce n'est pas grave si vous êtes scientifique et vice-versa. Moi, je n'avais jamais vu de sciences à part au lycée et je n'ai pas eu de difficultés, même au moment des oraux, donc il n'y a pas de crainte vis-à-vis de ça. Oui, bonjour. Moi, je suis Iris Lugal. Je suis aussi juriste. Enfin, j'ai fait une formation juridique, mais si je peux encore appuyer, enfoncer le clou, il ne faut vraiment pas vous inquiéter par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent de tous les horizons, tous les domaines. Et en fait, le métier d'inspecteur, c'est quand même un métier qui est au carrefour de plein de secteurs différents. Et on a aussi, voilà, on a besoin de gens qui ont des compétences en droit, en comptabilité, en sciences. Et en fait, on a une formation de toute manière qui nous permet d'acquérir toutes ces connaissances. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude là-dessus. Pour revenir sur donc, ma formation, moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fait un master en droit des affaires et un master 2 en droit de la propriété intellectuelle. À la suite de ça, j'ai passé le barreau et j'ai exercé 2 ans en cabinet, dont 1 an en tant que collaboratrice. Et pour diverses raisons, j'ai souhaité cesser cette profession et préparer le concours pour rentrer à la DGCCRF. Donc, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure les raisons qui m'ont poussé
à intégrer cette formation. Mais pour la préparation du concours, moi, donc j'avais effectivement, comme j'ai fait une prépa pour le barreau, la note de synthèse, c'est un exercice que je connaissais. Mes conseils, ça pourrait être, enfin, ce que j'ai fait pour préparer le concours. J'ai beaucoup lu l'actualité, notamment l'actualité qui est délivrée par la DGCCRF, donc que ce soit via des posts LinkedIn ou sur le site internet de la DGCCRF. Et parce qu'en fait, j'avais pu voir dans les annales que les sujets qui étaient donnés, c'était des sujets qui quand même tournaient autour de l'actualité. Donc, et ça m'a personnellement aidé parce que j'étais tombée sur une affaire, l'affaire Wish, donc le site internet qui a été déréférencé. Et c'est enfin, après j'avais été me renseigner, j'avais été farfouiller à droite à gauche pour avoir un peu plus d'informations sur cette affaire. Et puis en fait, il se trouve que le jour de la note de synthèse, on a eu un article sur cette affaire-là en particulier. Donc moi, ça m'a permis de gagner un peu de temps. Mais à propos de temps, effectivement, la note de synthèse pour la DGCCRF, c'est une note de synthèse en 4 heures. Donc c'est assez rapide. Je vous conseille de vous entraîner. Moi, j'avais l'habitude de la faire en 5 heures et vous pouvez beaucoup vous inspirer, vous reporter au rapport du jury qui sont vraiment une mine d'or pour la méthode de la note de synthèse. Voilà. S'agissant de la spécialité, moi, j'ai pris le droit pénal parce que j'avais un profil plus privatiste que publiciste. Donc, je suis repartie de zéro puisque j'en ai pas fait depuis ma 2e année. Donc, être juriste et quand même de découvrir une matière. J'ai pris un précis de droit pénal et un petit carré essentiel, donc un petit memento. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas faire ça et de prendre un livre qui est entre les deux. Parce qu'en fait, un petit memento ne vous donnera pas cette connaissance pour pouvoir rédiger une dissertation, à mon sens. Et un précis, c'est quand même c'est trop. Donc voilà, vous pouvez prendre un livre entre les deux. Souvent, s'agissant du programme aussi, vous avez accès au programme des spécialités via le site, je crois que c'était sur le site de la DGCCRF. Donc ça, vous pouvez vous y reporter. Ça permet de bien cadrer ses révisions. Et ensuite, la formation, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions pour le déroulé de la formation. Cette année, on a une formation, comme on est une grosse promotion, on a une formation à distance en partie et en présence en partie. Donc, on est 1 mois à l'école, 1 mois en distanciel. Donc, on suit les formations via l'outil qu'on utilise aujourd'hui, donc à savoir Webex. Et on alterne avec un stage, peut-être de 3 semaines. Puis, en janvier, on aura de nouveau des cours en distanciel, puis en présentiel et un stage et rebelote. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, on commence aussi cette formation par un stage d'insertion. Donc, on a été dispatché selon nos lieux de résidence, donc on n'avait pas de choix sur l'affectation. Moi, j'étais dans une DRET, donc qui est une entité qui va être plutôt spécialisée en droit de la concurrence. Donc, on n'a pas pu faire beaucoup de sorties, contrairement à mes autres collègues, mais ça, c'est lié à une réglementation qui est particulière, qui fait qu'en tant que nous, en tant que stagiaire, on ne peut pas sortir avec les enquêteurs, mais j'ai trouvé que ce stage d'insertion était quand même intéressant, puisqu'il nous permettait d'avoir une vision pratique du métier et de tout de suite pouvoir se projeter avant même de commencer la formation sur ce qui allait être notre métier. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, pourquoi la DGCCRF moi, je voulais continuer à faire du droit, mais je ne voulais pas faire que du droit. Et je trouve que ce métier, c'est un métier qui est, comme ça a été déjà dit, hein, mais vraiment, ça combine beaucoup de domaines. Et en plus de ça, il y a un aspect qui, moi, m'a plu, c'est l'aspect d'enquête. Après, je pense que voilà, il faut que vous soyez un minimum curieux et intéressé par ça. Moi, quand j'étais dans ma profession, j'aimais bien analyser les dossiers, analyser les pièces,
qu'est-ce qui est exploitable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle stratégie pardon, on pourra mettre en place. Et en fait, le métier d'enquêteur, enfin, le métier d'inspecteur, c'est aussi un métier d'enquêteur. Et je trouve que on retrouve un peu ça, un peu dérouler une bobine à partir de rien. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et après, à titre personnel, moi, j'adore lire les étiquettes et la réglementation, donc ça m'allait bien. Voilà, je crois que je vais passer la parole à Philippe. Merci. Donc, je m'appelle Philippe Ivard. J'ai un master en droit obtenu à l'université de Rennes. Ensuite, j'ai été mandataire judiciaire à la protection des majeurs pendant 2 ans et demi. Donc, je m'occupais de personnes en précarité et tutelle. Et j'ai eu envie de changer de métier et j'ai découvert en allant sur le site du ministère de l'économie et des finances le métier d'inspecteur à la concurrence, consommation et répression des fraudes. Je suis une nature très curieuse et puis les missions de la DGCCRF m'ont toujours très intéressé et notamment œuvrer dans la protection économique du consommateur, dans les réglementations, dans le respect aussi en matière de loyauté alimentaire. Donc, toutes les missions évoluent à la concurrence, consommation et répression des fraudes. Comme je le disais tout à l'heure, la promotion est assez diversifiée. On a tous les profils, que ce soit des licences, des masters, des reconversions professionnelles, les âges. C'est difficile de donner un âge moyen de la promotion. Il y a tous les âges. Ça va de 22 à 55 vers Moyenne de 30. 35 peut-être, oui. Non, mais 25-35. 25. La moyenne. Et donc, pour la note de synthèse, comme mes autres collègues, je vous conseille de vous mettre de vous exercer en vous mettant dans les mêmes conditions réelles d'examen, en fait. Donc, pour gérer le temps, c'est au niveau du temps, la lecture des documents, la rédaction de votre copie et aussi donc, les idées à développer. Donc, là, c'est vrai que je vous invite à vous entraîner assez fortement donc, à la note de synthèse et donc lire les rapports du jury. Et pour l'oral, comme il a été dit, donc contacter les agents des différentes directions départementales, donc les agents de la DGCCRF. Et donc l'oral consiste en plusieurs mises en situation avec aussi une présentation de la personne dont on se présente et il y a plusieurs mises en situation et des questions sur notre parcours et sur le métier d'enquêteur, comment on réagirait face à telle situation. Moi j'ai fait mon stage d'insertion dans mon lieu de résidence. J'ai pu faire plusieurs sorties, notamment un prélèvement dans une épicerie asiatique. J'ai aussi pu faire un contrôle chez un audioprothésiste pour vérifier donc, la promotion du 100% santé et donc aussi que les documents remis par l'audioprothésiste respectaient la réglementation. Et donc, au final, j'ai été très bien accueilli par la direction. J'ai refait mon stage dans cette même DD. Et alors, sinon, pour le choix du lieu de stage, c'était. On avait une liste. Ah oui, pour les affectés. Oui. Ouais. On avait une liste. On avait une liste et on devait choisir en fait les vœux, les villes qu'on souhaitait en fait. Donc après, ça a été fait par l'école. Donc il y avait des priorités et puis après le classement aussi. Je crois effectivement pour les stages, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'école autour de vous qui peut le confirmer, mais je crois qu'on vous a demandé en fait de classer de proposer 2 ou 3 lieux de stage que vous souhaitiez.
on avait un document, on devait remplir en mettant 5 vœux. En fait, on nous a donné une liste avec tous les postes. On nous a donné une liste avec tous les postes ouverts pour nos stages. Après, on a fait 5 vœux et après, c'est en fonction soit des priorités, tous ceux qui ont des priorités, et après, en fonction du classement d'entrée, du coup, au concours. Ouais, et je crois que pour en avoir parlé avec l'école, que globalement, tout le monde, il y a une majorité a eu son premier choix et l'essentiel du deuxième, et presque on est allé au troisième, mais plutôt à la marge. C'est ça les Oui. grandes masses? Oui, je ne sais pas du tout les pourcentages, mais il me semble que pas mal ont eu leur premier choix d'après ce qu'on sait. Oui, parce que pour rassurer, entre guillemets, les futurs candidats qui pourraient nous rejoindre, c'est vrai que la particularité de la DGCCRF, c'est une administration de terrain, donc avec des services d'enquête sur tout le territoire. Donc les stages qui sont proposés tout au long de l'année, parce que l'objectif de la formation, c'est que vous puissiez confronter les approches théoriques ou les cas pratiques que vous avez travaillé avec l'école en allant sur le terrain. Et quand vous êtes sur le terrain durant vos stages, vous êtes avec des enquêteurs qui vous emmènent avec eux en enquête. Vous avez une habilitation pour accompagner les enquêteurs sur le terrain. Donc, c'est vraiment quelque chose de très professionnalisant et on vous prépare à gérer en autonomie vos futures enquêtes. Et vu que ces éléments-là se passent sur le terrain, c'est sur tout le territoire, dans tous nos services déconcentrés. Donc, il peut y avoir des stages qui se déroulent autant en région Rhône-Alpes qu'Aquitaine, dans le Nord, la Bretagne. Le territoire est assez bien représenté. L'une des questions qui revient, c'est sur le niveau du diplôme. Je ne sais pas si on l'a abordé rapidement, mais effectivement, beaucoup soulèvent que vous avez tous des masters. Donc la question se pose notamment des possibilités de réussir avec un bac plus 3. Alors, chaque année, dans les chiffres, dans les lauréats, on a des personnes qui réussissent avec un bac plus 3. Est-ce que vous, la perception que vous avez de la promo de cette année, c'est quelque chose qui se confirme? Oui, on a plusieurs de nos collègues qui ont des bacs plus 3. C'est vraiment, comme vous l'avez rappelé à nombreuses fois, vraiment des parcours très, très, très diversifiés. Et effectivement, on a plusieurs de nos collègues qui ont passé le concours après un bac plus 3. Il y en a quand même une majorité qui a un bac plus 1, mais ça s'explique parce que il faut savoir en sortant de licence qu'on a envie d'exercer ce métier. Et moi, je sais qu'en sortant de licence 3, je n'avais pas forcément même connaissance de la DGCCRF. Je pense que ça explique qu'il n'y ait pas beaucoup de nos collègues qui ont un bac plus 3, mais si ça se fait, très bien. Ouais, je crois effectivement que c'est la bonne explication parce qu'en fait, on se rend compte que dans nos recrutements, et notamment, c'est des consignes de travail qui sont données à nos jurys. L'objectif, c'est vraiment d'identifier des personnes qui ont le profil qu'on attend d'un enquêteur. Un enquêteur, c'est quelqu'un qui va parvenir à être plutôt curieux, qui va être persévérant, qui saura travailler en autonomie, mais en même temps s'associer aux compétences de ses collègues pour aller parfois travailler en équipe sur certains dossiers qu'il nécessite. Et l'objectif de nos jurys, c'est d'identifier parmi les profils qui se présentent à l'oral les personnes qui disposent de ces qualités-là. Donc ça veut dire que ces qualités, quand on les a à la suite d'un master, on peut penser qu'on les avait déjà en licence. Alors ensuite, c'est vrai que l'expérience ou le fait d'avoir 2 années d'études supplémentaires peut permettre d'être un peu plus à l'aise, un peu plus en confiance à l'oral. Mais sur le fond, si vous avez ces qualités-là, qui sont celles qu'on recherche, à bac plus 3, vous pouvez réussir notre concours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Savoie, c'est vous qui nous posez des questions. Allez-y, si vous avez identifié une question, n'hésitez pas, allez-y pour répondre. Moi, c'est bon, j'ai. Alors moi j'avais vu une petite question, c'était sur les hébergements, il me semble. Donc il me semble, je pense que je contrôle, que l'école a une liste, on va dire, de bailleurs qui louent habituellement aux nouveaux arrivants, donc les nouveaux élèves à la DGCCRF. À part ça, sinon, c'est aussi à nous de faire les démarches pour essayer de trouver un logement dans Montpellier, soit de manière, on va dire, pérenne sur l'année, soit de manière plus ponctuelle au moment de période de présentiel, oui, à l'école, et après de retourner dans notre logement familial si on a un à aller. Oui, effectivement, l'école dispose de quelques adresses, des références de quelques bailleurs sur Montpellier, mais c'est vrai qu'à la différence d'autres administrations, on n'a pas d'hébergement organisé par notre école. Vous êtes rémunéré
avec des parts qui sont liées justement dans la rémunération au fait que vous devez vous loger. Mais voilà, c'est pas notre école qui organise cette partie-là de votre stage. Il y avait une question, est-ce qu'il y a des notes éliminatoires? Ben oui, toutes les notes inférieures à 5 sont éliminatoires lors des épreuves. Il y avait une question aussi, alors à rappeler tout de même sur le nombre de postes offerts, parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises. Donc, c'est entre 150 et 200 postes ouverts cette année. Quelqu'un mentionnait que le rapport inscrit présent au concours. Alors, il faut savoir que c'est nécessairement intéressant de passer le concours en 2024 cette année, parce que justement, les promotions s'agrandissent et le taux de réussite au concours ces dernières années était plus significatif. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant à le savoir dans le cadre de votre préparation. La durée de la formation, donc l'ensemble des intervenants l'ont mentionné à différentes reprises, mais pour avoir vraiment un ordre d'idée sur une courte durée, de septembre à fin décembre, typiquement, il y a du distanciel et sur l'ensemble de cette durée, il y a 1 mois en présentiel à Montpellier et environ 3 semaines de stage. Donc, c'est quand même, c'est proportionnel le temps à distance en stage et en présence à Montpellier, plutôt en termes d'organisation logistique pour chacun, sachant que pour ceux qui le souhaitent, l'école permet de suivre les cours à distance au sein de l'école et ceux qui préfèrent le faire depuis leur domicile ou ailleurs, c'est conçu volontairement dans ce sens-là. Voilà. La formation est-elle sanctionnée par un diplôme à la fin? Donc non, parce que l'objectif de la formation initiale, c'est justement de vous préparer au métier d'inspectrice et d'inspecteur et que ça vous permette justement d'être titularisé et de bénéficier du statut de fonctionnaire et du statut d'inspectrice et d'inspecteur CCRF. Voilà. Oui, allez-y, bien sûr. Il y a une question qui revient assez souvent pour les internes sur la reprise d'indice. Alors, moi, j'ai eu une reprise d'indice, je n'étais pas interne, et effectivement, c'est possible. Et dès le début de la formation, ce n'est pas une fois qu'on est titularisé, dès le début, il y a des reprises d'ancienneté, c'est des choses qui se font assez facilement. Juste pour finir, il y a une question sur le fait si on pouvait répondre par LinkedIn pour les questions un peu plus spécialisées, puisque je pense que si on commence à donner des manuels dans des matières très précises, on va en donner certains. N'hésitez pas, en tout cas, pour ma part, si vous voulez me poser quelques questions à travers les réseaux sociaux professionnels LinkedIn. Oui, dans un temps, si vous avez surtout des questions spécifiques sur le concours, vous avez l'adresse email du bureau 2B. Donc le bureau 2B, comme mentionné, c'est le bureau valorisation des compétences de l'administration centrale de la DGCCRF. Et donc le bureau 2B, c'est bureau2b@dgccrf.finance.gouv.fr. Il y a un pôle recrutement qui peut répondre à vos questions de manière spécifique, notamment si vous avez des cas de figure un peu particuliers et que vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires par rapport aux enregistrements des webinaires qui sont diffusés dans ce sens-là, puisque là, c'est un cycle de webinaires et d'informations qui est diffusé auprès des candidats inscrits, des candidats qui vont potentiellement s'inscrire d'ici la fin des inscriptions, donc le 26 novembre, donc fin de cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas dans ce sens-là. Donc la rémunération de sortie de formation. Effectivement, il y a des questions qui reviennent justement sur les inscriptions, sur de manière pratique, comment va se passer la confirmation d'inscription, etc. Donc là, dès que comme le disait Lucille, à la fin de la semaine, les inscriptions sont clôturées, donc les convocations vont pouvoir vous être adressées. Vous allez les recevoir par mail au plus tard mi-décembre. En tout cas, voilà, sur la première quinzaine de décembre, les convocations vont partir. On va essayer de faire ça au plus tôt. Et vous aurez l'information à ce moment-là sur les horaires, sur le lieu. Ce sera en région parisienne. En fait, tout dépend le nombre d'inscrits qu'on aura. C'est pour ça qu'en fonction du nombre d'inscrits, ce sera plutôt l'une ou l'autre des salles en fonction de celle que peut nous proposer notre prestataire de loueur de salle. Donc, on attend que les inscriptions soient terminées pour pouvoir choisir définitivement la salle qui sera retenue. Et donc, oui, effectivement, les 2 épreuves se passent toujours sur une même journée, avec un début d'épreuve aux alentours historiquement, on est plutôt vers 11 heures pour la première épreuve. Et puis, donc, il y a une pause un peu plus d'1 heure entre les deux et on termine vers 19 heures. Alors, c'est vrai que chaque année, on se pose la question de est-ce qu'on doit maintenir ce rythme-là.
D'autres services font le choix d'étaler leur concours sur plusieurs jours. Ça a l'inconvénient d'amener un certain nombre de candidats à se déplacer, à devoir prendre un hébergement sur Paris. Nous, on se dit qu'avec ce format-là, ça peut avoir un peu plus de souplesse, où en fait les choses se passent sur une journée, ça peut être un peu plus simple. Donc voilà, sur la partie liée aux inscriptions, je ne sais pas si Lucille, tu as pu voir d'autres questions qui revenaient sur les aspects très pratiques liés aux écrits. Alors, l'aspect pratico-pratique en tant que tel, non. Par contre, j'ai vu des questions qui revenaient sur la question du concours interne qu'on avait un petit peu moins abordé de ce fait, sur la question du dossier RAP. Alors, en fait, le dossier que vous pouvez proposer dans le cadre du concours interne, il faut le transmettre en amont, avant le concours en tant que tel, enfin, avant l'entretien, l'épreuve de l'entretien en tant que tel, sachant qu'au niveau de l'entretien oral, vous aurez à peu près les mêmes types de questions que pour le concours externe, toutefois que vous disposez d'un bagage et d'atouts valorisants, étant donné que vous êtes d'ores et déjà fonctionnaire, donc forcément ça a valorisé au moment de l'entretien. Voilà, donc parce que certains demandaient qu'est-ce qu'était un dossier RAP. Donc le dossier RAP, en fait, c'est un dossier qui permet de mettre en avant ses expériences professionnelles passées en tant que fonctionnaire. Voilà. Ouais, ça, c'est effectivement pour le concours interne. Parce que vous aurez compris qu'en fait, on a 3 types de concours, le concours économique juridique, le scientifique et l'interne. Et en fait, vous avez en commun l'épreuve de notes de synthèse, et puis ensuite, il y a des options qui sont rattachées à chacun de ces concours. Il y a beaucoup de questions aussi sur la question de l'affectation en fin de formation. Alors, nos intervenants de l'école ne peuvent pas vous répondre, puisqu'en fait, ils n'ont pas encore, entre guillemets, été confrontés à l'exercice. Je ne sais pas si le mot confronté est bien choisi, mais pour donner quelques éléments sur la manière dont se déroulent ces affectations, bien en général, à compter du mois d'avril, vous avez une liste de postes qui est déterminée par l'administration centrale. Pour l'essentiel, ce sont des postes en service déconcentré, en service d'enquête. Et puis, ces postes-là sont donnés aux stagiaires pour qu'ils puissent s'affecter sur la base du classement du concours d'entrée. Alors, quand je dis que ces éléments sont donnés aux stagiaires, c'est que si parmi les stagiaires sur une promotion, il était décidé de mettre en œuvre d'autres critères, donc sur un cas très particulier, une personne qui était mieux classée renonçait à utiliser son droit à un meilleur classement pour laisser bénéficier un de ses collègues une de ses places. Je dis, voilà, il peut y avoir ce type d'aménagement, mais en tout cas, à défaut d'aménagement, à défaut d'accord, à défaut de toute autre chose, la règle pour l'affectation sur ces postes-là qui sont proposés en sortie d'école, c'est le classement que vous avez obtenu à l'issue du concours d'entrée. Il y a un petit point particulier, c'est que chaque année, il y a 4 à 5 postes particuliers qui sont proposés en administration centrale, donc pas dans le réseau d'enquête. Et sur ces postes-là, en fait, on a d'abord, c'est ce qu'on appelle des postes à profil. Donc en fait, il y a plutôt un entretien avec les responsables de bureau d'administration centrale pour choisir le profil effectivement le plus adapté à la mission qui est attendue dans le bureau concerné. Et là, on est sur un entretien type recrutement au vu des qualités, au vu du parcours et du profil du candidat. Et là, l'aspect classement est neutralisé sur ces postes à profil. C'est pour ça que les postes à profil sont plutôt traités quelques jours avant le fait que l'on traite l'ensemble des postes pour les affectations. Comme ça, ceux qui n'ont pas été retenus sur ces postes-là à profil, ils rebasculent dans la masse des postes qui sont traités via l'affectation par classement du concours d'entrée. Voilà, je pense que sur l'affectation, et puis ensuite on rentre dans un schéma assez propre à la fonction publique où chaque année, il y a des mouvements de mutation qui peuvent être mis en œuvre et chaque année, vous pouvez demander à muter et en fonction de votre ancienneté ou éventuellement de droits particuliers pour ceux qui ont des enfants ou autres ou ceux qui sont en rapprochement de conjoints, vous bénéficiez davantage sur les ordres de mutation qui sont prononcés ensuite chaque année. Et je vous invite aussi à rejoindre, si ce n'est pas fait, la page Facebook Concours Inspecteur DGCCRF. Vous pouvez poser vos questions sur cette page. Il y a beaucoup d'inspecteurs stagiaires ou alors d'inspecteurs déjà en poste qui sont
sur cette page pour répondre à vos questions. Et alors, pour revenir aussi sur la formation, donc en effet, cette année, il y en a, au vu de la promotion assez importante, on est 180. Il y en a qui ont fait le choix de prendre un logement à l'année sur Montpellier. Et il y en a d'autres qui ont fait le choix d'être présents seulement sur les périodes de présentiel obligatoires, sur Montpellier, et de faire le présentiel depuis leur résidence principale ailleurs en France. On a des questions sur la manière dont on alterne la phase à l'école et la phase en stage en unité d'enquête. Est-ce que l'un d'entre vous, s'il a une vue d'ensemble un peu sur le programme annuel, peut donner quelques éléments aux personnes qui se posent des questions sur ce terrain-là? Oui, alors Iris l'a dit tout à l'heure, mais donc c'est bien un mois de distanciel, enfin non, pardon, prenons du début. Il y a les 2 semaines en septembre de rentrée avec le cycle du ministère de l'économie. Ensuite, on a une période de 1 mois de cours en distanciel, où certains sont rentrés chez eux, sont partis de Montpellier, etc. Ensuite, on a 1 mois de cours en présentiel au mois de novembre, donc en ce moment. Et ensuite, au mois de décembre, c'est 3 semaines de stage. En janvier, distanciel. En février, présentiel à Montpellier. En mars, stage. En avril-mai, on a 6 semaines de présentiel à Montpellier. Et ensuite, on a 3 mois de stage l'été. Sachant que les 3 stages, décembre, mars et l'été, se font au même endroit. Ça n'a pas été dit. En fonction des 5 vœux qu'on avait donnés. Donc voilà, et donc on a fait chacun 5 vœux et ensuite on a réparti au classement et avec les priorités parce qu'il y en a qui ont des conjoints, des enfants, des handicaps et tout ça est pris en compte, donc pas d'inquiétude. Et pour les affectations, c'est pris en compte aussi. Et j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait qu'il ne pouvait pas déménager. Il faut quand même il faut pouvoir être mobile, je pense, parce qu'il n'y a pas de certitude qu'on aura notre premier choix. Parce que pour l'affectation, c'est aussi le classement d'entrée. C'est important de le savoir aussi. Et on fait aussi nos vœux et on n'a pas forcément son premier vœu. Alors après, si vous ne pouvez pas déménager et que vous êtes en région parisienne, il y a plus de choix parce qu'il y a Créteil, Bobigny, Paris, Cergy, Nanterre. Enfin, évidemment, il y a beaucoup plus de choix de postes. Mais si vous êtes plus éloigné en France, dans un petit département, vous n'aurez pas forcément votre premier choix. Donc, c'est important de le savoir. Pour le calendrier. Alors, juste pour compléter, pareil, parce que je sais que dans d'autres administrations ça se fait, notre stage pendant notre période de formation n'est pas la direction dans laquelle on va être en affectation. C'est vraiment très séparé. Donc même le stage de 3 mois qu'on va faire cette année ne sera pas dans la direction dans laquelle on sera affecté. Tout ça se fera après. Et pour revenir sur le calendrier, donc sur la répartition présentielle-distancielle, il ne faut pas se dire que ce sera exactement pareil l'an prochain. Ça, ce sera aussi donc à l'école de décider comment répartir aussi en fonction du nombre d'admis. C'est 150-200, donc ce serait peut-être comme cette année, mais après, donc ce sera. Vous aurez de toute façon l'information en temps voulu une fois l'admission en juillet. Sachant que je pense qu'on a eu l'information qu'on allait peut-être avoir des nouveaux locaux pour l'école, parce qu'en fait, cette école-là ne nous permettait pas d'avoir des promotions de 200 en présentiel pour des cours à 200 en même temps. Donc on va changer de locaux. Donc, en fait, peut-être, ne partez pas du principe qu'il y aura forcément du distanciel. Peut-être que l'année prochaine, ce sera tout en présentiel. Hein, et je pense que le mot d'ordre, ce serait la flexibilité et d'être vraiment, de pouvoir être mobile, ne serait-ce que pour quelques mois. Voilà, c'est important. Alors, je confirme cet aspect-là, effectivement, que là, dans un cadre très particulier, vu la taille de la promotion, le format va peut-être se reproduire l'année prochaine, mais qu'on adaptera probablement les conditions pour que la part de visio soit moins importante. Donc oui, une certaine mobilité pour être plus présent à Montpellier sur cette année de formation, et puis de la mobilité aussi en sortie d'école, effectivement, même si on a peut-être... On a 40% des postes qui sont proposés qui sont en Île-de-France. Donc là, effectivement, c'est une région plus facilement accessible. Sur d'autres régions, c'est quand même, il y a des postes plus à la marge. Même si tout le territoire est couvert,
Là, effectivement, en fonction de son classement, certains postes peuvent être plus difficiles que d'autres à obtenir. Lucille? Oui, il y avait une question à savoir sur les horaires de cours, si vous souhaitez y répondre, c'est plus relatif à l'organisation les lundis et le vendredi en termes de praticité, si vous souhaitez y répondre éventuellement. Alors, le plus souvent, donc ça diffère selon en distanciel ou en présentiel. En distanciel, on a cours donc, du lundi au vendredi. On a le plus souvent 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc, c'est comme ça du lundi au vendredi. C'est pas le lundi. Et pour les périodes de présentiel, on a le lundi matin qui est donc banalisé pour notamment les personnes qui ont une charge de famille, qui puissent revenir à l'école, donc passer le week-end avec leur famille de manière complexe. Et donc, le lundi matin est banalisé pour cet effet. Et on a donc là, on a eu un peu du temps aussi pour la semaine d'après. Et donc, comme on va partir en stage pour le mois de décembre, la journée du vendredi après-midi sera aussi banalisée juste pour qu'on puisse revenir justement rejoindre les unités d'affectation. On sera en stage. Après, alors il y a une petite question parce que ça fait deux ou trois fois qu'elle passe. Est-il autorisé d'apporter des connaissances personnelles pour l'épreuve de note de synthèse? Donc en fait non, parce que la note de synthèse, c'est la même note de synthèse que classique à tout concours. C'est sur la base d'un corpus documentaire que vous avez le jour J. Voilà. Alors attention, ouais, effectivement, sur cette note de synthèse, la particularité, c'est que la manière dont est rédigé le texte qui organise les concours à la CCRF, on parle de note de synthèse et d'analyse. Donc c'est un point un peu particulier qui peut nous différencier de certains nombres d'autres concours où en fait on est sur de la stricte note de synthèse et donc où il est attendu du candidat qu'il ne sorte pas du champ des documents qui lui sont proposés. Nous, on introduit cet élément également d'analyse. Donc ça veut dire que dans la note de synthèse, des connaissances personnelles, dans la mesure où elles sont mises en perspective de manière efficace par rapport au sujet qui est traité et qu'elles ne sont pas hors sujet, peuvent apporter une plus-value à une copie. C'est-à-dire que des copies qui se contenteraient de faire une note de synthèse et qui seraient correctement présentées, claires, structurées, synthétiques, qui vont à l'essentiel, pourraient obtenir une note acceptable et voire une bonne note. Le plus, il est apporté par le candidat qui peut apporter un peu d'analyse dans sa copie. Donc, je vous invite sur ce point à lire les rapports de jury des années précédentes où, en fait, les présidences de jury reviennent sur ces points-là et sur la dose à mettre entre synthèse et sur la partie analyse. Il y a une question qui revient aussi sur l'aspect spécialisation, où en fait un candidat s'interroge sur le fait de savoir est-ce que finalement les inspecteurs sont formés de manière à être spécialistes ou est-ce qu'une fois qu'ils sont sur le terrain, ils sont plutôt polyvalents. Alors, ça, c'est vrai que c'est un point assez important. Il faut avoir en tête que pendant notre année de formation, on forme des enquêteurs qui ont vocation à être généralistes. Et en fait, en fonction de l'affectation que vous allez avoir ensuite, si vous êtes affecté dans une unité d'enquête de taille moyenne ou petite, évidemment, vous allez avoir une mission qui sera plutôt polyvalente. Vous allez intervenir sur l'ensemble du périmètre des missions protection économique ou sécurité. Alors que si vous êtes affecté dans un département plus important, en Île-de-France, en Rhône-Alpes, vu les enjeux économiques du secteur, potentiellement, vous allez être spécialisé dans un domaine. Ça pourrait être dans le secteur de l'immobilier, des cosmétiques. Et cette spécialisation, elle n'est pas assurée par notre année d'école qui vise à former des enquêteurs généralistes. Cette spécialisation, elle est assurée par la formation continue qui est mise en œuvre à l'issue. C'est-à-dire que notre école forme non seulement les agents qu'on recrute, mais également les agents en poste. Chaque année, c'est 150 formations métiers qui sont organisées pour nos enquêteurs en poste, parce que la réglementation évolue, parce que l'économie évolue, parce que les différentes pratiques commerciales évoluent. Et afin d'adapter nos enquêteurs à ces évolutions, chaque année, on les forme à ce qui se passe dans ce périmètre. Par exemple, on a mis en place l'an dernier une brigade influenceurs et on a un dispositif de formation spécifique pour contrôler et faire cesser les pratiques de certains influenceurs sur Internet. Est-ce que vous avez identifié, peut-être à Montpellier, d'autres questions auxquelles vous pouvez tenter de répondre? Oui, justement, je voulais juste ajouter un petit point sur la formation. On parlait des cycles de distanciel, présentiel et après le stage.
C'est par rapport aux 3 missions de la DGCCRF. Donc là, jusqu'en décembre, de septembre à décembre, c'était plutôt la mission protection des consommateurs. Après, de janvier à mars, il me semble, oui, jusqu'à notre autre stage, ça va être tout ce qui va être plutôt sécurité. Et la dernière partie, ce sera plutôt la concurrence. Voilà. Et alors, il y a un point important qui est soulevé sur les coefficients, parce qu'effectivement, le coefficient 4 pour l'oral, c'était le coefficient qui était mis en œuvre quand on était dans un contexte Covid et sur lequel on avait supprimé l'épreuve de langue. La particularité cette année pour le concours, c'est que l'épreuve de langue va être réintroduite. Elle a été suspendue au cours je crois, des 2 ou 3 derniers concours. Et donc, la conséquence du fait qu'on introduit l'épreuve de langue, c'est que le coefficient revient sur le schéma normal qui est prévu par notre arrêté d'organisation concours. Donc, on a coefficient 3 pour l'épreuve orale et coefficient 1 pour l'épreuve de langue, étant entendu que les 2 épreuves écrites sont également coefficient 1. Alors, l'épreuve de langue, oui, est facultative en interne, mais n'est pas facultative pour le concours externe. Après, il y avait des questions, donc de nouveau sur la rémunération. Alors, on va y répondre, mais alors si vous avez des questions sur la rémunération, vous pouvez aller sur la page de GCCRF Rejoignez-nous de manière générale, où à chaque fois tout est bien indiqué, et même dans le dépliant relatif au poste d'inspectrice, d'inspecteur, vous avez tout précisé. Donc la rémunération durant la formation initiale à l'ENCCRF, c'est 2200 € net mensuels. Et pour une première prise de poste en tant qu'enquêtrice enquêteur en région parisienne, c'est autour d'environ de 2600 € net mensuels. Voilà. Après, vous avez, voilà, si vous avez tous les éléments directement en ligne sur le site pour ceux qui n'ont pas entendu la réponse sur le monté. Voilà, n'hésitez pas. Et ensuite. Oui, je voulais juste aussi rajouter sur les 3 périodes que je parlais, sur la première période de protection du consommateur, sécurité, puis après concurrence. À chaque période de présentiel, on a des évaluations sur ces modules-là. Voilà. Oui, qui n'affectent pas le classement parce que le classement est fait au concours. Après, comme il vient d'expliquer avec les COEF, ce sera après les autres. La titularisation. Et donc pour la titularisation, oui, ça compte pour la titularisation et les stages sont aussi notés. Voilà. Alors après, question sur le télétravail. Donc le télétravail, oui, est pratiqué à la DGCCRF, sachant que majoritairement, c'est quand même un poste où les inspecteurs, les inspectrices sont beaucoup sur le terrain, étant donné qu'ils vont à la rencontre des professionnels. Mais en général, dans chaque TDPP, il y a toujours un peu de télétravail, en administration centrale aussi, voilà. Et là, l'organisation est propre à chaque direction en fonction aussi des besoins. Voilà. Et donc, il y avait des questions aussi sur le déroulé du stage. C'est pareil au niveau des demandes. Le mode de fonctionnement, en général, peut être un peu différent en fonction des directions et de ce qu'on vous demande. On peut vous demander de remplir un fichier Excel, comme pas du tout, typiquement, sur le type de contrôle que vous êtes enclin à réaliser auprès des agents titulaires. Typiquement, si vous avez des tableaux Excel à compléter, en règle générale, c'est parce que c'est des stages au sein de grosses directions et c'est juste que ça permet au moins d'avoir un meilleur suivi, une meilleure visibilité du fait de l'effectif plus important, voilà, typiquement. J'ai répondu juste à une question qui vient de passer sur le chat. Pour le classement, tout est mélangé. Donc, le classement est général entre ceux qui sont scientifiques, juridiques, économiques et les internes. J'ai pas vu la question, mais je m'interrogeais si quelqu'un allait la poser, effectivement. Parce que quand on parle de classement à un concours, alors qu'auparavant, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 concours différents, effectivement. La question peut se poser. J'avoue que nous-mêmes, quand on a travaillé sur le sujet au départ, ça a été un petit peu. On s'est interrogé sur la meilleure méthode à mettre en place. En fait, il faut dire que ça fait 2 ans seulement qu'on est sur ce dispositif-là d'affectation en fonction du concours d'entrée. Auparavant, ça se faisait en fonction d'une auto-affectation, voire des notes obtenues à l'issue de la formation. Dans les faits, ça pouvait être un peu compliqué. On s'est rendu compte qu'au niveau
L'ambiance au sein d'une promo, c'était pas idéal parce que si durant toute l'année, l'objectif c'est d'être mieux classé que son voisin pour éventuellement avoir une meilleure affectation que lui, tout du moins l'affectation qu'on souhaite à l'issue de la promo, et ben, ça faisait naître quand même un certain nombre de tensions et l'auto-affectation ne se passait pas toujours très bien. Donc, après échange avec les stagiaires qui étaient en place à ce moment, avec nos organisations syndicales, avec l'école, ben voilà, on a mis en place un nouveau dispositif qui aboutit à celui-ci où, à partir du classement de chaque concours, on produit ce qu'on appelle un interclassement, où en fait, eh bien, en fait, à partir des notes obtenues sur chacun de vos concours et selon une règle, on va dire, un dispositif scientifique, une équation, ben, ça nous permet de créer un seul concours et sur cette base-là que l'affectation est faite en sortie d'école. Je profite pour répondre à une autre question qui revient, c'est vrai, plusieurs fois sur le lieu des épreuves écrites. Je comprends vos contraintes, notamment le fait de pouvoir réserver le plus tôt possible un hôtel et un train, où en fait, plus on s'approche de la date, plus les prix augmentent. Donc, ce que je m'engage à faire, c'est dès le début de la semaine prochaine, lundi ou mardi, quand on connaîtra le nombre de candidats inscrits et que donc on pourra définitivement choisir, notre prestataire pourra nous dire quelle salle on va occuper. Je m'engage à ce qu'on vous envoie un mail qui ne sera pas encore les convocations et autres, mais au moins qui vous informe de la salle et des horaires. Ça ne vaudra pas convocation formelle, mais pour gagner un peu de temps, parce qu'ensuite, sur le délai de traitement administratif, gérer les convocations avec notre outil, ça peut être un peu plus long. Même si vous recevez votre convocation qu'aux alentours du 10 décembre, moi, je m'engage à ce que dès le début de la semaine prochaine, vous connaissiez très précisément le lieu du concours et ses horaires. Lucille, tu as pu voir d'autres questions qu'on devait traiter ou à Montpellier, vous avez vu quelque chose? Non, pas spécifiquement. Alors, le moment du choix de l'épreuve à option, logiquement, ce choix, vous l'avez fait au moment de votre inscription. Sur notre outil d'inscription en ligne, on vous a demandé sur quelle option vous souhaitiez vous inscrire. Et ça, c'est dans la convocation que vous allez recevoir. On va vous confirmer l'option que vous avez choisie. Et il n'y a pas de retour en arrière. Donc, ceux qui ont un doute, je vous invite à retourner sur notre site d'inscription. Vous avez la possibilité de faire et vérifier les options sur lesquelles vous vous êtes inscrit. Moi, je voulais dire un petit mot du grand oral, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Mes collègues m'ont expliqué qu'ils avaient pris contact avec les inspecteurs en poste, les avaient publiés. C'est une option. Moi, pour ma part, je ne savais pas que c'était possible, donc je n'ai pas fait ça. Donc, pas de panique s'il y en a qui n'auront pas la possibilité de faire ça. Ce n'est pas non plus obligatoire. Moi, je l'ai beaucoup préparé avec le site internet de la DGCCRF qui est très, très, très bien fait. Et il y a beaucoup de PDF avec l'émission de la DGCCRF, les pouvoirs d'enquête, etc. Et je les ai vraiment lus, relus, surlignés. Et ça m'a permis de répondre aux mises en situation. Donc, parce qu'en fait, ils vous expliquent, donc là, vous êtes sur un marché, vous constatez qu'il y a un problème de prix. Enfin, c'est beaucoup de petites situations comme ça. Et en ayant lu au préalable les pouvoirs d'enquête et ce qu'un inspecteur est en mesure de faire ou non, vous allez devoir répondre assez facilement en fait. Donc c'est très bien fait le site internet. Donc pour les oraux, pas de panique. Ça fonctionne très bien comme ça aussi. En tout cas pour ma part, ça a fonctionné comme ça. Merci. Il y a un point qui revient aussi justement, et c'est vrai que la question est assez logique parce qu'en fait on explique qu'auparavant il y avait des notes pendant notre année de formation qui servaient au classement. Aujourd'hui on vous explique que finalement le classement il est fait à l'entrée. Alors quid de l'année de formation? Est-ce qu'il y a des notes? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Lucie nous a dit qu'il n'y avait pas de diplôme en tant que tel, c'était simplement une titularisation. Alors oui, durant l'année vous êtes évalué. J'invite les plus curieux à lire notre nouvel arrêté de fonctionnement de la formation initiale des inspecteurs. Vous verrez que l'objectif, c'est d'évaluer vos compétences à faire et pas forcément d'avoir une approche très scolaire avec des notes. Alors, on est encore en phase de transition, mais l'objectif de notre année, c'est de vous professionnaliser, vous transformer en enquêteur. Donc, à l'issue de l'année de formation, finalement, l'appréciation, elle est assez binaire. C'est est-ce que oui, vous avez les compétences, vous avez démontré que vous avez les compétences pour le faire au travers de vos stages, au travers des évaluations de compétences qui ont pu être faites sur des cas pratiques. Donc oui, vous avez la compétence, donc oui, vous êtes titularisé et vous devenez inspecteur, inspectrice. Ou alors non, vous n'avez pas démontré que vous avez ces compétences, notamment au travers des stages qui sont mis en œuvre, avec le long stage
de 3 mois qui clôture votre formation. Et à ce moment-là, on a la possibilité de prolonger votre période de formation de 2 à 6 mois. Et le cas échéant, si vraiment il s'avère que vous n'avez pas les compétences attendues, il y a non-titularisation et vous ne devenez pas fonctionnaire de la DGCCRF. Et vous, voilà, nos chemins se séparent à ce moment-là. Alors, sur une promo, on est sur une approche plutôt à la marge. Je ne vais pas donner de chiffres très précis, mais chaque année, le nombre de non-titularisations se compte sur une main pour une promotion de l'importance de celle qui a lieu cette année. Quand on voit quand même les efforts qui sont faits au travers des épreuves qui sont mises en place de sélection par les écrits, ensuite le travail d'accompagnement de nos jurys pour identifier les compétences que vous détenez, c'est assez logique qu'ensuite l'accompagnement d'un an de formation aboutisse à ce qu'on n'est qu'à la marge des problématiques de titularisation. Mais il faut avoir en tête que oui, ça existe, ça peut arriver, même si ce n'est pas le cas le plus courant. Voilà, on arrive quasiment au bout, hein, puisqu'il est 18h30. Donc, je ne sais pas si vous avez une autre. Moi, j'ai du mal à remonter tout le fil du chat en live. Est-ce que vous avez identifié une dernière question à laquelle on peut tenter de répondre? Alors, là, c'est pas nécessairement une question, mais en tout cas, dans le chat, vous avez tous le lien qui mène vers l'arrêté. Et donc, le programme est détaillé dans l'annexe de l'arrêté. Donc là, c'est le petit lien Légifrance. Voilà. Et il y avait de nouveau des questions en termes de calendrier. Donc, je vais vous mettre le lien. Et dans ce cas-là, là, vous retrouvez toutes les informations relatives au calendrier. Donc là, c'est pour les candidats qui ne sont pas encore inscrits au concours. Il faut savoir que les inscriptions se terminent donc le 26 à la fin de cette semaine. Voilà. Donc, petite donnée à prendre en compte. Voilà. Merci, Lucille pour avoir organisé ce webinaire. Merci à nos stagiaires qui, depuis l'école de Montpellier, ont pu répondre à vos questions, à s'être rendus disponibles à l'issue de leur cours qui avait lieu aujourd'hui. Et puis moi, pour clôturer, je vous incite à venir jusqu'à Paris pour passer nos épreuves. Je pense que vous l'avez vu au travers de ce qui ressortait de l'échange avec nos stagiaires actuels. La DGCRF, c'est une administration qui saura vous accompagner tant dans votre formation qu'au cours de votre carrière. Et puis, c'est une administration qui est très en phase avec l'actualité et le quotidien économique des Français. Aujourd'hui, les questions de transition écologique, de transition numérique, de pouvoir d'achat, c'est au cœur de notre programme d'action. Pour ceux qui auront la curiosité de lire notre programme national d'enquête 2024, vous verrez sur quoi on enquête, vous verrez ce qu'on fait, et je pense que vous serez convaincus que la DGCCRF, c'est une administration utile au quotidien et qui vous sera porteuse de sens tout au long de la carrière que vous développerez chez nous. Donc j'espère qu'on a réussi à semer cette idée en vous. L'échange avec les stagiaires l'aura conforté, que vos lectures le feront. Et donc, je vous dis, moi, que j'aurai le plaisir de vous voir au mois de janvier pour passer notre écrit. Et voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée. Et juste, il y aura un petit sondage à la fin de… Désolé, j'ai oublié le sondage. Il y a un petit sondage à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à le compléter. C'est juste 3 questions, mais bon, nous, ça nous permet d'avoir un petit retour dans ce sens-là. Voilà. Et moi, merci à tous. Ceux qui ont des doutes. Bonne fin de journée, au revoir. Au niveau, j'ai envie de dire, allez-y vraiment. Après 3 années de préparation de concours, je suis très bien placée pour connaître les hauts, les bas, les doutes. Et je voudrais dire qu'on est son pire bourreau et qu'il ne faut pas se faire confiance. Il faut y aller, il faut se mettre en mode pilote automatique, ne pas s'écouter et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir.